bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots ce soir en compagnie de toute la team. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, épisode numéro 51, en compagnie de notre ami Olivier Eurecade, qui viendra donc, chère Sonia, nous présenter son livre « J'aime pas les gens, mais il y a des gens que j'aime » aux éditions Rédactive, une maison d'édition, on le répète, qu'on adore mettre en avant dans cette émission. Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur ce livre? Alors, je le dis dans ma chronique aussi, c'est un livre qui est très difficile à chroniquer. On ne sait pas par quel bout le prendre. Et en fait, c'est plus les gens qui le jugent en le lisant qui peuvent se rendre compte du livre. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à le chroniquer. Et je le signale dans ma chronique, il faut surtout le lire pour le comprendre. Eh bien, écoute, on t'écoutera dans quelques instants. On aura aussi, alors là, encore une fois, à titre exceptionnel, c'est l'extrait de Marie, mais qui sera lu à titre exceptionnel par notre cher ami Olivier, donc de ce livre J'aime pas les gens aux éditions Rédactive. On aura la question de l'invité, et puis bien entendu, nous aurons ce tête-à-tête avec notre chère amie Séraphine, une maison d'édition que tu connais bien, chère Séraphine. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Olivier? Exactement. Eh ben, sur Olivier, comme régulièrement quand on reçoit des auteurs que je connais, en fait, j'ai bien souvent plus de pression qu'eux parce que Olivier, c'est un poète. Olivier, il a bien compris la puissance des mots et comme il a énormément d'esprit, énormément d'humour, je pense que je suis encore plus stressée que lui de façon à ce que son portrait soit parfait et qu'on puisse avoir une discussion fluide en essayant de pas y mettre trop d'amitié et de complicité comme on l'a, quoi. Eh bien, écoute, on écoutera ça dans quelques instants. Et puis, je vous rappelle, mes chers amis, que vous pouvez retrouver cette émission chaque mercredi et chaque vendredi à 19h30 sur les réseaux sociaux. Vous flashez ce QR code, vous arrivez directement sur la page YouTube pour voir l'émission en direct. Ou sinon, vous avez toutes les rediffusions de disponibles. Et je vous propose tout de suite donc, de recevoir Olivier Eurecade. Et bonsoir. Et bonsoir Olivier, ravi de te recevoir donc, dans cette émission. Bonsoir et merci. Merci de m'accueillir et ça me fait plaisir de te voir à l'écran, même si on doit se voir par ailleurs, mais que le temps étant ce qu'il est. Mais voilà, de nouveau, merci beaucoup. Eh bien, écoute, ravi de te recevoir dans cette émission. Tu étais déjà venu dans la précédente, mais te recevoir dans Entre l'encre et les mots ce soir est un véritable honneur pour nous parler donc de ce livre « J'aime pas les gens, mais il y a des gens que j'aime » aux éditions Rédactive. On va avoir l'occasion d'en parler longuement, mais aussi de ton univers livresque, qui est varié et on le sait. Mais tu vas avoir aussi l'opportunité de répondre aux questions des invités qui sont avec nous ce soir. Le but du jeu, c'est de répondre aux questions qui vont s'afficher à l'écran. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui est Olivier Eurecade? Ça commence bien. Au-delà d'un nom et d'un prénom, avec deux L, ça commençait bizarrement, hein, voilà, parce que je ne les ai pas choisis, ces deux L à mon prénom. Donc ça fait un premier bug initial. Et sinon, je suis auteur. Je suis enseignant. J'ai longtemps travaillé dans la recherche, notamment en littérature médiévale, et sur le tout premier roman qui n'a jamais été écrit en prose. Et ça m'a quelque part un petit peu, sans doute, influencé sur mon choix de faire du roman, et peut-être pas autre chose. Et puis là, pour le coup, de faire des gros romans, parce qu'il s'agissait d'un roman de 5000 pages sur lequel j'ai fait cette thèse. Et donc, du coup, les gros romans, ça me fait pas peur, quoi, parce que celui-ci de 550 pages, en fait, il est juste 10 fois moins gros. Je suis papa d'une adorable jeune fille qui va avoir 18 ans, qui vit aux États-Unis et qui m'a donné, on en parlera j'imagine, qui m'a donné le titre de ce roman à qui il est dédié. Et donc j'espère être de plus en plus auteur et de plus en plus avec de plus en plus de lecteurs. Et voilà pour un tour humble et rapide en tout cas. Voilà. Eh bien, écoute, en tout cas, merci à toi pour cette très très belle présentation. Alors, il y a Laurent Alain que tu connais, qui est avec nous, qui nous dit « Livre fort, pimenté et succulent, simple plat de pâte aux petits oignons sublimé par le talent de son auteur, des mots durs, choisis, arrosés de phrases douces, acides et amères, un pur régal, 5 étoiles.
Merci, cher Olivier. Voilà, nous dit notre cher ami Laurent Alain. Eh ben, ça commence bien, hein, ça va, j'ai bien fait de venir. Hein. C'est super, continuer comme ça. Exactement. Donc, effectivement, on l'a dit, tu étais avec nous pour nous parler de ce livre aux éditions Rédactives, mais tu as écrit un premier livre qui a été édité aux éditions Rédactives qui s'appelait Comptoir, où tu as imaginé pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Comptoir, c'est. Alors, je peux. Ouais. Comptoir, ça a été écrit pendant le confinement. Et je crois que de tenter j'ai basculé dans l'écriture de ce roman. Ça a été, tout le monde s'en souvient, hein, quand sur les réseaux sociaux, tout le monde racontait son propre confinement, sa propre journée. Et plus les jours avançaient, et plus je trouvais ça tout à fait inintéressant. Et j'ai fini par me dire qu'est-ce qui pourrait être intéressant, qui pourrait avoir des choses vraiment passionnantes à raconter dans un confinement qui, de toute façon, par définition, n'est pas très intéressant. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, des types comme Hemingway, Molière, si on les enferme, comment ils auraient vécu ça, enfin, en tout cas, des gens qui ont des choses à dire sur le monde. Et puis après, je me suis dit, si je les enfermais tous, les morts et les vivants, alors après, la sélection, hein, il a fallu que je la fasse, hein, parce que j'ai pas mis tous les auteurs que j'aime, j'en ai mis un certain nombre, et je les ai donc confrontés autour de thèmes très très précis. Ça marche comme des actes de théâtre, et je me suis surpris à les regarder parler, échanger, et d'où le titre, à les regarder autour d'un comptoir, tenu par Hemingway, hein, parce que si vous avez Hemingway sous la main, c'est pas plus mal. Régler des comptes. Voilà. Et dans le titre, il y a ce jeu de mots-là, parce qu'il règle des comptes entre hommes et femmes d'époques différentes, avec des visions du monde différentes. Et ça m'a pas mal amusé de confronter et ses styles, et ses regards du monde, et moi de les mettre en scène, parce qu'en fait, finalement, il y a beaucoup de travail d'écriture, mais également beaucoup de mise en scène, et je me rends compte de plus en plus avec le recul. Et donc, autour de thèmes, qu'est-ce qu'on fout là, des thèmes sur les hommes et les femmes, les relations hommes-femmes. Alors, entre certains patriarches, auteurs, et puis une Virginie Despentes, bon, forcément, il y a des comptes à régler, hein, forcément. Et donc, ça m'a beaucoup amusé. Sur leurs états de santé, il y a une espèce de concours sur celui qui a le plus souffert, peut-être, parce qu'ils ont pas mal, ils ont pris assez fiers tous. Et puis, il y en a un d'auteur qui arrive à sortir et regarder le monde tel qu'il est, et à partager un petit peu son point de vue, et puis sur le monde. Et puis un chapitre qui m'a plu aussi de travailler, sur lequel j'ai bien aimé écrire, c'est sur ce qu'ils auraient pu faire s'ils n'avaient pas été auteurs, s'ils n'avaient pas perdu leur temps à écrire. Et donc, ben voilà, donc je les ai confinés, pour certains ramenés à la vie, et bon, ça serait pas mal si ça pouvait se passer comme ça pour eux, pour la plupart d'entre eux en tout cas. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Alors, il y a pas mal de commentaires, hein. Laura Ribot qui est avec nous, qui nous dit audacieux comptoir, j'ai aimé. Laurent qui nous dit j'ai adoré m'accouder à ce comptoir et quelle belle rencontre. J'aurais adoré être une petite souris. Hein, donc, tu vas avoir l'occasion de nous en parler dans quelques instants. Et il y a Dominique qui nous pose cette première question sur comptoir, qui nous dit avant comptoir, avais-tu déjà lorgné l'écriture autrement? Ah oui. J'avais sorti oui. J'ai essayé d'écrire un premier roman à l'âge de 8 ans. Je sais pas sur quoi, hein, mais je sais que ça m'a titillé très tôt, puis quand j'étais lycéen, et puis quand j'avais la vingtaine, et puis je ne sais pas où sont ces fichiers ou ces brouillons, et c'est mieux comme ça. Voilà, c'est très très bien que je ne sache pas où ils sont. Et puis après, j'ai un petit peu laissé tomber ça pour écrire une thèse qui m'a pris quelques années. Et puis c'est revenu progressivement, et j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir définir un style à trouver un style qui m'est propre et qui n'est pas le style ou le mélange de style de quelqu'un d'autre ou une récupération. Et donc j'ai mis pas mal de temps à évacuer tous les styles que j'admirais et qui pouvaient m'influencer pour trouver
pour trouver mon propre phrasé. Et ça a mis beaucoup de temps. J'ai sorti un roman, je sais pas, en 2019 ou 2020, c'était en auto-édition, et je l'ai retiré de la vente parce que trop de coquilles, mais que je garde quand même parce que dont je ferai peut-être quelque chose un jour, qui s'appelait, je sais plus comment, qui s'appelait Ce qui ne tue pas, mais qui s'appellera autrement si un jour je le réutilise. Voilà. Mais donc oui, l'écriture des autres et mon écriture, c'est pas une histoire qui date d'hier. Ouais, voilà, c'était celui-ci. Eh bien, écoute, en tout cas, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, sûrement plus longuement avec notre amie Séraphine. Mais en tout cas, je te remercie parce qu'il y a pas mal de belles questions et surtout de belles remarques qui arrivent par rapport à tout ce que tu dis. Talibanière, que tu connais bien, qui nous dit Olivier, ce livre donne envie de découvrir les auteurs qui sont dedans. Il aiguise notre curiosité. Donc, merci à toi, Tali, d'être avec nous. Marc Jouvy, qui nous regarde sur YouTube et qui nous dit « Les livres font des écrivains, des immortels, et Olivier nous permet de les entendre, de discuter avec nous à nouveau. » Donc vraiment, merci beaucoup. Et enfin, Laura Ribot, qui nous dit « J'ai trouvé la plume très précise sur leur mentalité et leur façon d'être. Comment vous êtes-vous renseigné sur leur personnalité et combien de temps ça vous a pris ?» Cher Olivier. Comptoir, c'est un roman que j'ai écrit finalement assez rapidement, en 6 mois, puis après en autant de, à peu près en autant de réécriture, hein, parce que je réécris énormément. Là, dans le roman, je suis en train de travailler, qui n'est pas terminé, et j'en suis déjà à la 6e version. Donc, bref, la question c'est si je me suis renseigné. Oui, pendant l'écriture, je suis allé chercher à droite à gauche quelques petites choses dont j'avais besoin, mais il faut savoir que j'ai quand même sélectionné les auteurs où j'étais à peu près sûr de ne pas me tromper. Déjà, des auteurs où j'étais où je me sentais en intelligence avec leur vision du monde et leur phrasé. Quand je dis en intelligence, ça ne veut pas dire forcément en sympathie, hein, parce que la vision du monde de Céline, je ne suis pas du tout en sympathie avec sa vision, hein, parce que c'est le vilain quand même, c'est le vilain petit canard de l'affaire. Mais j'ai choisi des auteurs quand même que je connaissais bien. Et je les ai choisis aussi parce que parce que mon pari initial, c'était de ne pas les trahir. Il y a des auteurs que j'aime beaucoup, que j'aurais voulu mettre, mais j'avais des doutes. Et ces doutes-là ont fait que je ne me suis pas permis de les mettre. Et alors après, voilà. Donc oui, alors si on estime que je les connais très très bien, mais en fait il y a eu des années de recherche et de pratique de ces auteurs-là. Et puis pendant l'écriture, oui, parfois je suis allé chercher, j'ai eu besoin d'aller chercher la marque de la voiture de Camus dans laquelle il s'est tué, des choses comme ça. Les ordonnances de Baudelaire, oui, je suis allé les chercher, etc. Mais je savais où les trouver. Donc quand on sait où trouver les choses, la recherche elle est moins difficile et moins longue. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Joël Vialat, qui est avec nous, bonsoir, qui nous dit « Coucou Olivier, dans une pièce de Molière, à qui s'apparentait Artus et les autres ?» Artus ou et les autres? Ah là, c'est et les autres. Waouh. Alors, on va parler d'Artus, parce que si Artus, évidemment que si Artus était un personnage d'une pièce de Molière, c'est forcément Alceste dans le Misanthrope. Obligatoirement Alceste. Voilà. Et puis après, pour les autres, il faut que je réfléchisse. Mais non, les autres, sont plus de l'outillage romanesque que théâtral. J'aurais peut-être du mal à les situer dans une pièce de Molière. En revanche, Artus, évidemment, je voulais travailler sur la misanthropie, et ce Artus qui commence par un A comme Alceste de Molière, je m'en rends compte là, mais si ça se trouve, c'est un acte manqué. Voilà, c'est l'influence de Molière peut-être.
Eh bien, écoute, merci à toi. Et on salue effectivement l'arrivée de Maëlys Père, qui est avec nous ce soir, la directrice de publication aux éditions Rédactives, puisqu'on rappelle que ce soir, tu es avec nous pour nous parler de ton livre J'aime pas les gens, mais il y a des gens que j'aime, aux éditions Rédactives. On le répète jamais assez, mais Rédactive est une maison d'édition qu'on adore mettre en avant dans cette émission. Et d'ailleurs, on voit le lien qui circule en bas. Vraiment, n'hésitez pas, beaucoup d'auteurs sont à découvrir. Et justement, il y a une question intéressante de René qui nous demande, cher Olivier, comment s'est fait le choix des auteurs que tu as choisis dans Comptoir? Alors, justement, hein, c'était par affinité. C'est ce que je disais il y a un instant, par affinité j'allais dire intellectuelle. Ça risque, c'est prétentieux de dire ça. Par affinité de vision du monde et de l'homme et de la femme. Voilà. Et puis donc c'est des visions du monde qui m'ont perturbé, percuté à leur lecture, et des gens qui m'ont influencé, nourri, influencé. Et puis j'ai eu besoin aussi de mettre dans des hommes du passé, des femmes également, des hommes du présent, et puis également j'ai la chance d'avoir pu mettre aussi des auteurs que je connais. Et donc ça, c'était pas mal de mettre un Rabelais ou un Molière. Ben évidemment, il n'y a aucune chance de les connaître, même si j'ai l'impression de les connaître souvent. Et puis de pouvoir décrocher mon téléphone et de demander à, par exemple, Philippe Dian, de dire tiens, Philippe, qu'est-ce que tu répondrais à Racine s'il te disait ça? Et là, donc, les réponses de Dian sont là, pour le coup, elles sont pas imaginaires. Je les ai reçus, j'ai toujours les SMS pour preuve. Eh bien, écoute, merci beaucoup. En tout cas, ça fait beaucoup réagir ce que tu dis, effectivement. Alors, une question qui arrive, y a-t-il des auteurs dont tu ne voulais pas? Est-ce qu'il y a des auteurs que tu ne voulais pas? Oui. Il y a une petite liste à la fin. Il y a une petite liste à la fin d'auteurs que je ne voulais pas, sinon j'aurais... justement, parce que je ne partage pas du tout la vision du monde. Je ne me sens pas de la même planète qu'eux, ou ils ne sont pas de la même planète que moi, enfin, peu importe. Mais vous voulez des noms? Mais carrément, nous on veut tout. Tout ce qui est dans cette émission ne sort pas du département, de la région, selon la région dans laquelle on se situe, bien évidemment. Je ne voulais pas Sartre. J'ai hésité Rousseau, Jean-Jacques, et puis non, je l'ai refusé. Je me suis pas posé la question sur certains auteurs contemporains, pour ne citer que, je sais pas, on va en citer qu'un, Musso, voilà. Mais voilà, j'avais trop d'auteurs contemporains, et puis ça suffisait comme ça. Mais je pense que celui que j'ai refusé le plus opiniâtrement, c'est Sartre. Parce qu'il y a des choses que voilà, si en fait il avait été un personnage de Molière, pour reprendre une question qui m'a été posée là juste avant, en fait je le mettrais bien en Tartuffe, et voilà, voilà, c'est pas un personnage que j'ai envie de travailler, voilà. Eh bien, écoute, en tout cas, merci. Dominique qui nous dit, Olivier, comment associer justement des visions du monde d'auteurs qui ont vécu à des périodes et dans un contexte sociétal différent? Ben justement, c'était l'enjeu, c'est en réglant des comptes, forcément. C'est forcément en réglant des comptes. Alors, il y a quelques affinités qui se créent, mais moi, dans mon esprit, c'était quelque chose qui ne pouvait que dégénérer. En tout cas, se confronter, c'est par la confrontation. Voilà. Alors, quand je dis la confrontation, ça peut être du 1 contre 1, comme des petits clans, qui vont s'opposer, et puis quelques auteurs comme ça qui sont en observateur. Et ça, voilà, en fait, j'avais 3 équipes, les observateurs, et puis 2 autres équipes qui s'affrontaient, avec parfois des individualités, mais c'est souvent par la confrontation, et j'appuie là où ça fait mal, quoi. Voilà, j'appuie là où ça fait mal. Voilà, c'est ce qui m'a intéressé.
Et dernière question avant de parler du roman que tu es venu nous présenter ce soir, J'aime pas les gens. Il y a Joël qui nous demande quel est le cocktail que tu aimerais qu'Hemingway te serve près du comptoir. Tous. Non, celui que Gainsbourg réclame depuis le premier chapitre, son Bloody Mary. Son Bloody Mary. Mais attention, je dis oui à tous les autres. Hein. Je prends tous les autres. Mais bon, le Bloody Mary. Et voilà, Comptoir d'Olivier Eureka aux éditions rédactives. Et justement, une question intéressante de Maëlys, la directrice de publication, qui nous dit: Olivier, penses-tu que l'humanité ait évolué d'une époque à l'autre? Ah. Non. Bon. Non, mais en fait, c'est une question qui me perturbe, une question qui me questionne, comme on dit, comme il faut pas dire. J'ai souvent cette réflexion quand j'écoute les infos, quand je regarde les choses. J'ai souvent une phrase qui revient spontanément, qui dit en fait rien de nouveau sous le soleil, quoi. Les hommes étant les hommes, ils ne changent pas. La seule chose qui change, c'est leur façon de faire la guerre, leur façon de s'améliorer dans le mal, dans la cruauté. Et donc, en fait, non, d'une génération ou d'un millénaire à l'autre, franchement, il n'y a pas grand-chose qui change. Hein. Les satanés restent les satanés, les victimes restent les victimes, et puis les esclaves restent les esclaves, et les maîtres, si ça existe, vraiment, le sont. Toutefois, pour contrebalancer ça, parce que c'est pas parce qu'il faut le faire, mais parce que je le pense, force est de constater quand même que depuis les Lumières, en gros, on va pas aller jusqu'à la Renaissance, parce que la période de la Renaissance est plus compliquée l'humanisme est plus compliqué et plus sale plus gris que blanc. Mais depuis les Lumières, quand même, il y a eu un certain nombre d'hommes de bonne volonté qui se sont plus fait entendre qu'avant. Et ça c'est assez intéressant, et c'est assez nouveau dans l'histoire de l'humanité que les hommes de bonne volonté aient pu s'exprimer et aient pu créer un certain nombre de choses, comme par exemple des républiques, ne serait-ce que ça. Je ne vais pas parler de la liberté, parce que la notion de la liberté, elle a 3000 ans, vraiment, mais des républiques. Et ça serait le discours un petit peu, ouais, il y a un progrès. Les hommes ne changent pas. Il y a quelques hommes qui parfois sont des locomotives. Mais en ce moment, les locomotives, elles sont méchamment en panne, quoi. Voilà. Un peu beaucoup, effectivement. Ouais. Ça pourrait faire l'objet, effectivement, d'une discussion au fil de cette émission, effectivement, mais je te remercie beaucoup. On rappelle qu'on a parlé de ce livre Comptoir, ton premier livre aux éditions rédactives, mais que tu es avec nous quand même ce soir pour nous parler de ce deuxième livre, J'aime pas les gens, mais il y a des gens que j'aime. On va avoir l'occasion d'en parler, de voir même la bande-annonce et d'avoir la chronique de Sonia dans quelques instants. Mais juste avant d'écouter la bande-annonce et la chronique de Sonia, Joël nous pose une question. Pourquoi? Qui nous dit plus de 600 pages pour J'aime pas les gens, mais il y a des gens que j'aime. T'es-tu lâché ou est-ce que tu t'es freiné? Je sais qu'il y a des gens ici qui adorent mettre le frein à main à fond. Est-ce que toi, tu t'es plutôt lâché ou est-ce que tu t'es freiné? Ni l'un ni l'autre. Parce que quand j'ai écrit la première phrase, je ne savais pas du tout. Attendez, je révise la première phrase. Ouais. Laura est toujours en vie. Voilà. Il y avait un thème que je voulais explorer, celui de la misanthropie, une misanthropie moderne. Je ne savais pas du tout où j'allais. Et donc, à aucun moment,
je me suis dit, freine-toi, parce qu'il faut en dire moins, parce que ça devient très, très gros. Et à aucun moment, pour autant, je me suis dit, il faut faire de la masse pour en faire, parce qu'il faut exploiter. Cela dit, honnêtement, le roman a une fin, pour les lecteurs, ceux qui l'ont lu le savent, il y a une vraie fin, mais j'ai quelque part, au fond, quelque part dans les brumes dans ma tête, un deuxième volet et un troisième volet possible, parce que il y a encore beaucoup de choses à explorer. Donc, je ne me suis pas lâché pour me lâcher. En revanche, je me suis rien refusé. Mais quelque part, j'ai dû peut-être aussi me mettre un petit frein, puisque sinon, ça aurait pu faire 1500 pages. Eh bien, écoute, déjà, 600 pages, c'est énorme. Et ce que je te propose, c'est d'accueillir Sonia Robinard pour la chronique. Et tout de suite, on lance son jingle, parce que je sais qu'elle l'adore. Alors, ma chère Sonia, tu l'as vu, ton petit jingle comme d'habitude. Donc, on rappelle que tu vas nous faire dans quelques instants la chronique de ce livre « J'aime pas les gens, mais il y a des gens que j'aime » aux éditions Rédactive. Mais ce que je vous propose, avant d'écouter ta chronique, c'est de regarder la bande-annonce de ce livre. Et je vous rappelle que vous n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Le but du jeu pour Olivier, c'est d'y répondre. Tout de suite, la bande-annonce. J'aime pas les gens, mais il y a des gens que j'aime aux éditions Rédactive. Sonia, avant d'écouter ta chronique, qu'est-ce que ça te fait de voir ou de revoir cette bande-annonce réalisée, on le rappelle, Je la découvre. C'est pour ça que j'aime pas trop regarder avant. J'aime bien les découvrir comme ça pendant les émissions. Et c'est vrai qu'elle est encore super bien faite et ça résume bien le livre en fait. Les images, chaque image correspond à une situation, effectivement. C'est ça. Eh bien, écoute, de façon à nous plonger encore plus dans ce livre, ma chère Sonia, nous t'écoutons pour la chronique. Artus. Arthur de son prénom de naissance. Mais cela ne lui plaisait pas, alors il l'a fait changer. Donc, Artus, comment vous le présentez? Car celui-ci est bien spécial. Il n'aime personne. Est-ce qu'il s'aime lui-même? Il apprécie tout juste ses deux amis, mais il aime depuis toujours Laura. Alors, comment vit-il? Comment vivre tout simplement en n'aimant personne? On va le suivre dans sa vie de tous les jours, à son rythme, en n'aimant pas les enfants qu'il croise, les hommes, les femmes. Avec lui, tout est simple. Il faut arrêter de se reproduire, de faire semblant, d'être quelqu'un de faux. Artus est sans filtre. On ne l'apprécie pas forcément au premier abord, mais au fil... Avec ce roman, Olivier m'a désarçonné, m'a chamboulé, m'a fait perdre mes mots et mes repères. Pas facile de faire la chronique d'un tel livre, car pour le comprendre, il faut le lire. Un livre étonnant, des phrases courtes et percutantes, on dirait presque un recueil de poésie. Alors, arriverez-vous à vous laisser transporter dans le monde émotionnel d'Olivier? Merci beaucoup, Sonia, pour cette chronique de « J'aime pas les gens, mais il y a des gens que j'aime ». Olivier, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ton livre par notre chère Sonia en vrai? Merci beaucoup. D'abord, bravo, parce que je suis pas capable de le résumer comme tu l'as fait. Incapable. Donc, merci pour ça. Merci de parler du style, parce que au-delà des histoires, ceux qui me connaissent
savent que ce qui m'intéresse avant tout, c'est comment on les raconte et comment on les écrit. Et chaque phrase, pour moi, est une histoire en soi. Et cet Artus, là, ben, en fait, je suis bien content qu'il vous touche et que tu le vois un petit peu comme ça, aussi simple. On arrête de se mentir et de se reproduire, mais voilà, c'est quelqu'un qui change son prénom. Ça veut dire qu'il est un petit peu plus complexe que ça. Et en fait, c'est pas qu'il n'aime pas les gens, hein. C'est qu'en fait, il aime tellement, il a tellement de respect pour l'humanité, ou non, d'admiration, pas de respect, d'admiration pour l'humanité que il est systématiquement déçu, donc il a l'impression de rendre le rien qu'on lui donne, quoi. Voilà. Mais en tout cas, merci. Et c'est chouette de se replonger dans cet univers-là, parce que je suis en train de l'oublier, parce que je suis en écriture d'autres choses. Et tu as bien saisi la couleur, et merci beaucoup. Ouais. Merci pour ce moment de lecture. Parce que c'est vrai que ça m'a désarçonné quand même. Quelquefois, il y a des phrases qui font 3-4 mots seulement. Et c'est comme ça à suivre. Et franchement, c'est un style à prendre. Et une fois qu'on est parti dedans, oui, ça va. On se dit, bon, bah, c'est l'écriture qui est comme ça et ça glisse tout seul. Mais c'est vrai qu'au début, on fait, oh là, c'est écrit comment? Ouais. Tant mieux. Tant mieux si, voilà. Si on se dit pas, tiens, c'est écrit comme tous les autres, ben, pour moi, mon pari est gagné. Et ça plaît pas. Mais double merci. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Et effectivement, Laurent nous dit, pour que l'indignation ne soit plus la seule élégance humaine, l'être est-il capable de plus de courage et de révolte pour que le monde ne finisse pas dans un puits de conneries et d'absurdités sans fond? Alors là, Laurent, il est en mode en colère. Voilà. Alors, plus de courage et de quoi? Alors, plus de courage et de révolte. Merci, Sonia. Oui. Et c'est pas demain que les poules auront des dents. Hein. Voilà. Non, enfin, j'y crois pas beaucoup, non. J'y crois pas beaucoup. Mais bon, on est dans un cycle là. Il faut que ce cycle se termine, j'imagine, comme voilà, et qui se termine un peu mal. Je suis désolé, là, je vais plomber les trucs là. Et puis ensuite, voilà, le courage reviendra. Mais d'abord, il faut que le cycle des lâchetés se termine. Mais il se terminera. Voilà. Mais comme on dit, il faut toucher le fond pour pouvoir remonter. Hein. C'est ça. Voilà. On en est à peu près là. Et, mais bon, voilà. Mais voilà. On creuse pas, on creuse pas mal, quoi. Et le puits est profond, hein, pour reprendre la question. Le puits n'est pas sans fond, mais il est bien profond. Mais bon, non, le courage, oui, non, mais il y a des gens, j'exagère, hein, bien sûr qu'il y a des gens qui ont du courage, mais après, le courage collectif, non, il y a des intérêts collectifs qui parfois s'appellent de la colère, mais ce ne sont que des accumulations et des additions d'intérêts. Le courage, c'est souvent une affaire individuelle, rarement collective. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Donc, on rappelle qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, mais également aussi retrouver pas mal d'informations sur le site de Rédactive qu'on voit passer en avant. Alors là, on a un duo de choc, notre cher ami René et notre cher Laurent René qui nous dit on est tous sélectifs et Laurent qui dit je pense comme toi. Donc vraiment, merci à vous les garçons. Et Joël qui rajoute, serais-tu, Olivier, partant pour un j'aime pas les gens, mais il y en a beaucoup que je n'aime pas. J'aime pas les gens, mais... J'aime les gens plutôt. J'aime les gens. J'aime les gens, mais il y en a beaucoup que je n'aime pas. Pourquoi pas? Mais c'est impossible à écrire. Qu'est-ce qu'il y a à écrire? Non, mais qu'est-ce qu'on peut écrire sur des gens qu'on aime, à part qu'on les aime? Parce que en fait, finalement, il y a pas beaucoup de mots qui coupent toute conversation. Oui, ça coupe toute conversation. Non, pareil. Et je t'aime, c'est pareil. Une fois qu'on a dit je t'aime, il n'y a plus rien à dire. Donc à part d'aimer passionnément et
quand je dis passionnément, c'est dans le sens racinien, hein, avec de la passion et des choses qui remuent, et des choses un peu lourdes. Et là, ça devient intéressant, mais en réalité, c'est pas d'amour, donc c'est pas j'aime les gens, mais raconter voilà, les gens heureux, les gens aimables n'ont pas d'histoire. Il n'y a rien à dire. Donc ouais, une nouvelle pour m'acheter une bonne conscience, ouais, une nouvelle, mais franchement, 12 000 signes, quoi. Voilà, je n'irai pas au-delà de 12 000 signes, hein, parce qu'il n'y a rien à dire. C'est ça. Voilà, un écrivain, hein, fait un auteur, choisissez écrivain, auteur, ça met les mains dans le moteur, quoi. Ça met les mains le moteur qui tourne bien, etc. Ben, il tourne bien, et c'est pas intéressant, quoi. Donc non. Donc, en tout cas, moi, je n'aurais rien à dire. Donc, je me pose pas la question. Donc, un petit feel good par Olivier, c'est mort, quoi. Ah bah, ça c'est... voilà. C'est camé. Voilà. C'est à la mode et tout, hein, mais alors là, alors, je dis souvent que l'angoisse de la page blanche, etc., c'est un mythe. C'est un mythe. Mais alors, pour du feel good, là, ça serait pas un mythe. Là, ça serait vraiment de la page blanche. Ce serait vraiment l'angoisse de la page blanche parce que je ne saurais pas quoi écrire. Voilà. Ben justement, s'il y a un roman que tu aurais aimé écrire, ça aurait été lequel? Que ce soit en termes de feel good, en termes de thriller, de littérature blanche. Allez, la question piège du 38e minute de live. Allez, pour moi. J'aurais aimé écrire. Hein. Ah ouais. Alors, je peux en donner 3? Bien sûr, je t'en prie. Ah ouais, non. Non, allez, 1. Bon, le Lancelot en prose au Moyen-Âge. J'aurais aimé l'écrire. Ce roman sur lequel j'ai travaillé pour ma thèse. Le gros roman de 5000 pages, là, hein, c'est le Lancelot avec la quête du Graal et la mort, le roi Arthur. Construction de destruction d'un univers. Échine de Philippe Dian et Eureka Street de Robert McCam Wilson. Mais si je dois en choisir qu'un seul, j'hésitais avec L'étranger de Camus, mais trop. Non, je veux pas me mettre. Voilà, c'est trop. Voilà, c'est trop. Voilà, mais ouais, en fait, pour moi, c'est le roman parfait. Eureka Street, et d'ailleurs pour lui aussi, parce que depuis, ça fait maintenant une vingtaine d'années, il n'a plus été capable d'écrire. Il a écrit des romans, hein, il ne les a pas publiés parce que il sait très bien que c'est le roman parfait et qu'il sait très bien qu'il n'arrivera pas à faire au moins aussi bien que ce roman-là qui est incroyablement. Voilà. Bon, il y a des romans qui sont sortis de lui juste après, mais ils les avaient écrits avant. Donc voilà. Donc voilà. Bon, allez, Eureka Street de Robert McCam Wilson, extraordinaire. Écoute, en tout cas, merci beaucoup. Il y a un commentaire qui nous dit « J'espère que tu ne parleras jamais comme dans le livre. T'es déjà plus grand et plus costaud que moi. » Donc, c'est Laurent qui parle, hein, qui dit « Donc, ne dis rien sur moi, je comprendrai. » Ah, il a peur, hein. Ok. Bon, ben, ça va. Je note ton espérance. C'est vrai qu'on n'est pas très grand chez les Alain. Et là, effectivement... Non, mais bon. Ouais, grand, costaud. Après, hein, les petits teigneux, hein, ça fait mal aussi. Ça fait mal aussi. Au moins, les gens sont obligés de baisser les yeux pour nous regarder. Au moins, c'est l'avantage. René qui nous dit « Plus on connaît les gens, plus on aime les bêtes. » Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ils sont en forme ce soir, notre duo de... Ouais. Je vous inspire, hein. Waouh. Ouais. Non, quand même pas. Allez. Non, quand même pas. Bon, après, je suis pas...
J'aime bien les animaux. Là, il y a des étourneaux qui passent, tout ça. J'aime beaucoup, hein, mais non, j'irai quand même pas jusque-là, quoi. Voilà. Allez, ça va. On va dire que j'aime les animaux. J'aime voilà. bien dire j'aime les animaux chez les autres, mais pas chez moi. Ouais, ça peut. Non, mais j'adore voir des poissons sous l'eau. J'adore voir. Après, il y a des animaux que j'aime pas, comme tout le monde, etc. Mais non, après, me rapatrier, me consoler avec les animaux, non. Non, je préfère continuer à regarder les hommes et puis de temps en temps, quand même. Alors, de temps en temps, on en trouve des très très beaux, mais voilà. Donc j'irai pas jusque là, non, quand même pas. Eh bien, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Je rappelle à tous ceux qui nous rejoignent, hein, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, qu'on est avec toi pour nous parler de ce livre J'aime pas les gens, mais il y a des gens que j'aime aux éditions Rédactive. Alors, cher Olivier, on l'a dit effectivement à titre exceptionnel dans cette émission, exceptionnellement, on n'aura pas l'extrait de Marie, mais tu as accepté de nous en lire un petit extrait. Est-ce que le temps que je lance le petit jingle, je sais, mais tu vas pouvoir nous en parler, tu peux nous lire un petit extrait de ce livre? Est-ce que tu l'accepterais? Là, maintenant, là, tout de suite? Si tu es d'accord, le temps que je lance le jingle et que peut-être je te lise 2-3 petites questions qui viennent d'arriver. Ok. Petit extrait? Allez, je lance le jingle pour bien montrer la transition de cette émission. Ça marche. Il y a Laurent, effectivement, qui nous rajoute « Oui, mais en même temps, tu dis dans le livre que les petits teigneux finissent toujours par prendre de grandes claques dans la gueule. Je suis moyen. » C'est vrai. Oui, mais en fait, rassurez-vous, c'était l'antithèse qui me plaisait. Petit, teigneux, grande claque. Voilà, c'était juste une question de style. Voilà, je m'en sors comme ça. Merci Laurent, en tout cas. Et effectivement, je remercie Frédéric qui, on le rappelle, hein, félicitations pour le prix de ton livre. On rappelle que tu as reçu un livre très récemment, hein, sur Toulon. Est-ce que tu peux rapidement nous en parler de ce prix pour ce livre J'aime pas les gens? Bah oui, c'est le prix de la rage. J'ai été très heureux, très surpris à l'automne dernier d'apprendre que j'étais dans la sélection finale du prix. Les mois sont passés et puis c'était au mois d'avril, je crois, là, oui, au mois d'avril, où remise des prix et je savais rien à l'avance, même si j'aurais dû me douter quand même que bon voilà, j'avais reçu un coup de fil me disant ça serait bien voilà que le vainqueur soit demain à Toulon pour BFM TV, pour la presse, etc. Donc je me suis dit naïvement, bon bah ils disent ça, Claire Labalette, la directrice du prix. Je me suis dit, elle dit ça à tout le monde, et puis bon, avec le recul, je me suis dit qu'elle n'avait pas dit certainement à tout le monde. Et c'est en fait c'est un prix qui débute, qui démarre et qui est ambitieux, parce que je crois que pour la prochaine édition, ils vont primer plusieurs romans dans des catégories différentes, et avec de belles ambitions aussi, parce que il a une belle couverture et une belle couverture médiatique. Et bon, c'est dû aussi au talent de sa fondatrice, Claire Labalette. Et écoutez, tous là, il vaut mieux l'avoir que pas l'avoir. Et ça fait, non, ça, honnêtement, ça fait très plaisir. Et j'en profite parce que c'est très difficile. Je me suis rendu compte que recevoir des prix, c'est comme recevoir des cadeaux. C'est pas si facile que ça. Et quand j'ai reçu le prix, j'ai remercié, qu'on fait, je remercie moi l'éditrice, je remercie Claire Labalette, etc. Et en fait, je profite de dire ici aux gens qui ont voté pour ce roman que quand même, ça prouve bien que les gens sont des masos, hein, quand même, hein, que l'être humain, il est bien intéressant, parce que quand même, voilà, c'est un roman qui passe ces chapitres à dire vous êtes détestable, vous ne méritez pas de vivre, et je vous aime pas, même si c'est un narrateur et un personnage, et eux disent mais nous on aime, et nous on aime. Bon ok, tant pis pour vous, quoi. Vous plaignez pas.
Merci beaucoup en tout cas pour la présentation de ce prix et au nom de toute l'équipe Entre l'encre et les mots, merci et félicitations à toi. Joël qui nous dit effectivement Olivier et Maëlys de Rédactive Édition, une histoire de gens qui aiment les lettres. Est-ce que tu peux nous raconter? Et après on écoute l'extrait parce qu'à la base on devait... Oui, non, mais raconter Maëlys, raconter Rédactive. Olivier, voilà cette histoire entre vous et Qui aime Rédactive. les lettres. Qui vous aimez les lettres effectivement. On aime les lettres. D'abord, le premier contact qu'on a eu, c'était par des mots, parce que c'était par email. Et puis ensuite, ça a été autour d'un verre et on a assez vite tous les deux parlé, enfin même tout de suite peut-être, parlé la même langue, même si elle a posé une question ce jour-là, le jour où on s'est rencontrés, à laquelle j'ai toujours pas répondu parce qu'elle m'a dit, pourquoi tu écris, ou à l'époque pourquoi vous écrivez, et quelque part elle voulait sans doute que je réponde parce que je connais Maëlys qui croit tellement aux lettres que elle pense que les lettres peuvent rehausser l'humanité et qu'elles ont cette fonction-là. Moi, je me dis que déjà, si ça peut distraire, si ça peut faire battre des cœurs d'émotion, c'est déjà pas mal. Et puis, si ça produit du beau, tout simplement du beau, c'est déjà bien aussi. La vertu morale des lettres, je suis moins persuadé. Mais Maëlys y croit encore, même si elle s'en guérit un petit peu. Mais on aime, voilà, on aime les belles phrases, on aime les belles lettres, et on aime les bons mots aussi. Voilà. Mais on aime plein de choses en commun et surtout on s'aime beaucoup en tant qu'humain et en tant qu'auteur-éditeur, mais ça va bien au-delà de ça. En tout cas, merci à toi. Et on rappelle, Rédactive Édition, une maison d'édition basée à Rousset, directrice de publication Maëlys Père. Et justement, Marie-Pierre Clamins qui nous dit « Bravo Olivier pour ta réussite, elle rejaillit sur nous tous et surtout sur Rédactive qui le mérite tant. » Donc vraiment, merci à toi d'être avec nous ce soir pour nous parler de ce livre. Et justement, et après on écoute l'extrait, parce qu'en plus c'est toi qui dois le lire et on en est impatient. Rien de presse, parce que je n'aime pas lire, mais voilà. Je le sais, tu as vu, je suis gentil, je fais exprès de poser des questions pour que tu te prépares mentalement, mais ça va arriver. Ou alors tu me tortures, ou alors tu n'es pas gentil du tout, ou alors c'est de la torture. Il paraît. On verra. On va voir. Tali qui nous dit, est-ce que justement, quand ça commence comme ça aussi, on va réfléchir, en produisant du beau, on n'élève pas le niveau? Ah. Merci Tali. Vous voulez... Bon, allez, on va faire Désolé, on va faire un peu l'intello. Si on était en Grèce antique, Thalie, je dirais oui. Oui, bien sûr que oui. Puisque le beau, c'est le bien. Et le beau inspire les âmes à la vertu. C'est évident que dans une vision antique et grecque, notamment grecque, du monde, le beau élève absolument au grand. Et c'était assez simple finalement d'être un homme antique dans cette perspective-là, philosophique de la vie, parce que pour le reste, il n'y avait rien de simple. C'est plus simple aujourd'hui quand même. Et puis, mais entre-temps, sont passés nos petits romantiques là, pour faire simple aussi. Et puis notre Baudelaire qui nous a parlé des fleurs du mal et qui nous dit c'est terminé les gars. Le beau, bien et le laid, mal. Ben non, le mal peut être très très beau et le bien peut être très très laid. Et avant lui, il y avait Victor Hugo avec Quasimodo. Donc, Thalie, c'est fini tout ça. C'était avant. Eh ben, en tout cas, il est temps maintenant pour toi, vu que je suis tellement sympathique, de te laisser écouter ton extrait, mon cher Olivier. Je déteste ça. Raison de plus pour te remercier. Non, mais encore une fois, je te remercie de jouer le jeu et on excuse Marie qui, effectivement, suite à un petit souci technique, n'a pas pu avoir l'extrait aux normes ce soir. Donc,
nous avons le souci du détail dans cette émission, tu le sais, cher Olivier, on voulait te proposer un extrait optimal. Mais c'est pour ça, on pense que tu vas te débrouiller très bien, et c'est pour ça que nous t'écoutons ce soir. Je choisis un extrait du... Franchement, on est 4 pages après le tout début du roman. Une famille occupe la maison. Une famille avec 2 ou 3 rejetons. Ils ont repeint leurs murs extérieurs, changé les volets, mais la maison reste la même. Le terrain d'en face est occupé par une autre maison, plus récente, par une autre famille, d'autres gosses encore, qui jouent au foot sur un carré d'herbe et massacrent les rosiers du voisinage en dressant leurs majeurs vers le ciel quand quelqu'un leur gueule dessus. D'autres morveux qui grossissent les rangs de cette magnifique humanité, qui se donne visiblement beaucoup de mal pour s'en montrer tout à fait digne. Jadis, c'était un terrain vide. C'était quelques arbres, un vieux pommier, avec au milieu un gros buisson, à l'intérieur duquel c'est Artus, passa des nuits entières à regarder glisser des ombres aux fenêtres de la maison d'en face, à guetter celle de cette femme qu'il ne pouvait pas aimer, de cette femme qu'il appelait garçon, de cette femme qui, elle non plus, n'avait pas le droit de l'aimer, lui. Il était si jeune alors. Puis, il quittait le terrain vague, foulait le bitume en prenant son temps, là où ils l'ont massacré, des mois plus tard, là où ils l'ont véritablement estropié. Ils l'ont traîné au sol, ils ont fait le sale boulot, une barre de fer et leurs mains sur sa bouche pour que ses hurlements restent au fond de sa gorge. La barre de fer qu'on a retrouvée quelques heures après à côté de son corps démoli, dans une position ridicule, un enchevêtrement géométrique impossible. Personne n'a jamais mis la main sur ces fils de pute qui ont fait le coup. Pas de viol, pas de vol, aucun motif. Et le mari éploré, à genoux, frappait le bitume avec son front, lâchait des hurlements qu'elle avait dû ravaler quelques heures plus tôt. Les ronces du terrain vague se sont métamorphosées en sales gamins qui, balles aux pieds, font chier leur petit monde. On se demande bien pourquoi les hommes ont besoin de façonner tant de visages aux démons, quand simplement il leur suffisait de polir un miroir. Eh bien, écoute, merci beaucoup en tout cas pour cet extrait, d'avoir joué le jeu de cet extrait. Sonia, comme d'habitude, qu'est-ce que ça te fait toi aussi d'entendre cet extrait lu par notre ami Olivier? Je pense que c'est un des passages qui m'a le plus marqué, le plus touché en fait. Il est fort. On imagine beaucoup derrière certains mots. On voit les scènes sans que il n'y a pas beaucoup de descriptions, mais c'est les descriptions qu'il y a, les petites mots comme ça qu'il y a par-ci par-là. En fait, on imagine toute la scène en fait. Et je pense que c'est un passage du livre qui m'a le plus touché. Merci. Voilà. Bon, c'est les passages de violence ici, une agression, hein, et c'est pas facile à écrire. En fait, plus malgré la grosseur, hein, l'épaisseur du roman, mais plus c'est violent, plus j'ai l'impression, moins j'ai l'impression qu'il faille de mots. Voilà, c'est parce que après il y a toujours quand on écrit cette crainte de tomber dans la complaisance de la violence et qu'on voit dans les séries, qu'on voit à la télé, qu'on lit dans certains romans où ça se complaît, ça dure et ça devient assez sale et justement en fait la violence c'est souvent fulgurant et j'essaie d'avoir une écriture et poétique, mais surtout réaliste. Et donc voilà, d'où c'est parfois ces passages de grande concentration de violence. Voilà. Mais c'est pas facile à écrire, vraiment. En tout cas, merci. Donc, on rappelle, et il y a une question de rédactive qui est là avec nous, qui nous dit « J'entends ça et je sais pourquoi je l'ai choisi. Chaque phrase, chaque mot résonne en moi et pourtant, Dieu sait que j'aime les gens. » Voilà, vraiment, merci aux éditions rédactives et encore une fois à Maëlle Isper, la directrice de publication, qui est aussi une fervente supportrice de cette émission et on le remercie beaucoup. Et je pense que Maëlle Isper est quelqu'un qui aime passionnément et dans le bon sens du terme les gens. Et j'essaie de la soigner un peu, hein, mais bon, elle a cette belle maladie, il faut qu'elle la garde.
Eh ben, merci à elle en tout cas d'être avec nous ce soir. Il y a Frédéric qui nous demande, Olivier, est-ce que tu aimerais que ton livre soit adapté au cinéma? Carrément, ouais, bien sûr, bien sûr. Comme comptoir pour le théâtre ou le cinéma, celui-ci aussi, parce qu'en fait, euh, d'abord, ça me ferait plaisir, premièrement. Deuxièmement, ça me permettrait de pouvoir me consacrer plus pleinement à l'écriture, pour un simple point de vue matériel. Et puis ensuite, voir un petit peu ce que metteur en scène pourrait en faire. Voilà. Parce que, alors là, pour moi, la condition sine qua non, c'est que je ne voudrais pas y mettre un seul conseil. C'est vous prenez, vous débrouillez. Je ne veux. Voilà, c'est. Ah ouais, ouais. Et en fait, je serais très, très curieux de le voir en image, mais justement adapté. Et finalement, de voir une lecture de mon roman. Quoi. Et oui, oui, bien sûr, j'adorerais ça. J'adorerais ça. Quoi. Ouais. Ben, écoute, ça nous fait une très belle transition pour justement, peut-être, Sonia me le dira, lancer la question de l'invité, puisque effectivement, nous étions avec Julien M mercredi, qui nous parlait justement d'une future, peut-être, un projet d'adaptation de son livre. Donc, ce que je te propose, c'est d'écouter la question, de lancer le jingle et d'écouter ensuite la question de Julien M. Julien M qui était avec nous ce mercredi pour nous parler de ce livre, Le jeu du bonheur a commencé comme ça. En quelques mots, ma chère Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre pour le présenter aux personnes qui n'étaient pas présentes? Alors, trois femmes complètement différentes, dont deux qui sont mariées avec des enfants et une célibataire qui assume son indépendance vis-à-vis des hommes. Et l'une des trois, l'une des deux mariées qui va divorcer. Et donc, la petite célibataire quadragénaire qui décide de faire l'enterrement de vie de femme mariée du côté de Bayonne. Et elle a mis en place un jeu, c'est d'être sans filtre tout le week-end, pendant 4 jours. Et en fin de compte, elle a poussé le vice un peu plus loin en disant sur 3 mois, plus de filtre. On dit merde à nos belles-mères, on dit merde à nos bonhommes, ils font le boulot, et voilà. Et ce que ça donne, en fait, il y a du bon et du mauvais, en fait, d'être sans filtre. Et en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Et justement, cher Olivier, quand on lui a dit à Julien que tu venais dans cette émission pour nous présenter ton livre, on lui a demandé de poser une question. Voici sa question. Alors, Olivier, je ne t'ai encore jamais lu, mais j'ai une question par rapport à ton ouvrage Comptoir, dans lequel tu imagines des discussions avec tes auteurs préférés. Donc, il y a de Molière à Houellebecq, d'Hemingway à Duras. Si tu pouvais dîner avec un, lequel choisirais-tu? Qu'il soit vivant ou mort, hein, bien entendu. Pourquoi et que lui demanderais-tu? Voilà ma petite question. Merci. Je me la suis posée souvent pendant l'écriture. Avec lequel tu aimerais dîner. Alors, j'ai dîné avec certains d'entre eux, des vivants, donc ça, on élimine. Je vais faire une réponse de champenois, parce que cet auteur est champenois, et je pense que si j'ai vraiment, si j'avais à choisir, mais c'est infernal. C'est infernal. J'allais dire Chrétien de Troyes parce que personne ne connaît Chrétien de Troyes. Et donc ça me permettrait de savoir qui est Chrétien de Troyes. On ne connaît que ses 5 romans et son nom. Voilà. Et à la cour où il travaillait, donc cour de Champagne. Voilà. Donc pour un dîner curieux, ça serait ça. Et si vraiment j'étais un élu, et si j'avais le droit d'avoir un deuxième dîner, histoire de bien manger et de bien boire, Rabelais, évidemment, pour être repu, et de tout, de mots, de vin, de très bons vins, et de bonnes choses, et de bonnes choses à manger.
Eh bien, effectivement, bah voilà, on parlait de ce livre Comptoir, donc aux éditions Rédactives. Et justement, il y a Laura qui nous dit: «Je verrais bien Comptoir au festival d'Avignon». Est-ce que tu verrais Ah, aussi? ben, voilà, que le festival d'Avignon, off, in, officiel, pas officiel, t'entende. Eh Avec bien, grand. écoute, elle sera entendue. «Je pense que tu es un auteur inclassable et je crois que cela te plaît. Pourquoi?» nous demande Joël. Euh, parce que euh, parce que j'aime pas les choses qui marchent pas. Euh, et euh, et puis parce que j'ai été nourri intellectuellement par un sale type que j'adore. Quand je dis sale type, c'est évidemment toute mon admiration que je mets là-dedans. C'est par Jean-Jacques Goldman et qui a écrit une chanson qui m'a vraiment marqué. J'étais ado et cette chanson c'est minoritaire. Voilà. Papa, quand je serai grand, je sais ce que je veux faire. Je veux être minoritaire. Voilà. Et je crois que ça m'a défini alors rentrer dans des cases. On rentre tous dans des cases. Hein. On a des enfants, on se marie, on a des vies, voilà, même des boulots. Mais en tout cas pour la littérature, parce que là, bah, c'était pas, personne m'a obligé d'en faire. Rester dans l'inclassable, bah, je le prends comme un compliment. Après, c'est pas le truc que je cherche pour le chercher, mais en tout cas, ça me plaît faire partie de ces minoritaires-là. Ouais. Ça me plaît Eh beaucoup. ben, merci à toi en tout cas pour ces réponses. Sonia, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à tout ce qui a été dit lors de cette première heure d'émission avant de Bah, je vais présenter. rebondir sur Jean-Jacques Goldman parce que je trouve que dans certains passages du livre, ça m'avait fait penser à quelque chose que je connaissais. Et il y a des petits morceaux comme ça, on aurait dit presque des paroles de chansons de Goldman, justement. Et je sais plus, il faut que je retrouve exactement le paragraphe surtout qui m'a fait ça. Et du coup, mais c'est vrai que maintenant, en entendant Jean-Jacques Goldman, j'hésitais entre Jean-Jacques Goldman et Renaud. Non, non, alors, c'est tout à fait possible par innutrition. Parfois, il y a peut-être un mot qui sort. Et puis, je rappelle que quand même, Guillaume et Albi, quand ils étaient jeunes, ils traversaient la ville en chantant des chansons de Jean-Jacques Goldman. Quoi. C'était, alors, je sais pas laquelle, c'était Au bout de mes rêves, je crois, ou Il suffira d'un signe, quelque chose comme ça. Et donc, oui, oui, mes personnages sont autant marqués peu que moi par cet immense poète musicien et et immense homme de lettres aussi. Et donc, non, non, bien sûr, il n'est pas par innutrition, il se peut très bien qu'à un moment, il y ait une référence ou alors que ce soit justement un clin d'œil, c'est tout à fait possible. Ça ne me vient pas. Il y avait beaucoup de Gainsbourg aussi. Pas de Gainsbourg, mais de Gainsbourg. Dans J'aime pas les gens. Ouais. Ah, La façon de dire les choses. ah oui. Mm. Alors, oui. Alors ça, mais ça, c'est une volonté de ma part. Alors, c'est pas du tout penser à Gainsbourg en écrivant, pas du tout. Mais en fait, aussi bien dans les histoires, j'aime en fait faire côtoyer, parfois à quelques pages d'écart, le plus absurde et le plus pathétique. Et dans le style, c'est pareil, j'adore dans la même page, je peux avoir une phrase extrêmement étirée et essayer de travailler la poésie et vraiment quelque chose de bon, qu'on pourrait qualifier de poétique, et en même temps quelque chose, quelques lignes plus bas, une phrase, une réflexion, une phrase qui va piocher dans le vocabulaire le plus ordurier. Et j'aime bien ces contrastes-là parce que bah, de toute façon, c'est les contrastes de la vie aussi. Et ça, ça, oui, ça c'est complètement assumé. Mais non, ça, bon, sans inspiration directe de la part de Gainsbourg dans son écriture, en tout cas, pour le coup.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Alors, je vois qu'il y a encore quelques questions qui arrivent, mais avant toute chose, j'aimerais vous rappeler l'auteur qui viendra avec nous ce mercredi. Ce sera donc ce mercredi 25 juin, Yvon Bertorello, qui viendra donc nous présenter toute une panoplie de BD, dont Juste les Nations, qui est le tome 1, donc les réseaux de la liberté. Hein, il en a écrit plusieurs. Sonia, je te vois préparer J'en ai reçu deux. La ligne Maginot et voilà. Voilà, donc on aura l'occasion effectivement de parler de toutes ces bandes dessinées de notre cher ami Yvon, hein, qu'on voit régulièrement sur les salons et qui en plus travaille en collaboration avec Stéphane Bern pour plusieurs émissions sur France 2. Non, j'avais demandé quand on t'a posé la question, mais justement, Olivier, quelle serait la question que tu aimerais lui poser Alors, la question s'adresse à l'auteur de bande dessinée. Et quand il est sur son storyboard, son scénario, comment s'opère, si ça s'opère vraiment à l'avance ou si c'est au fil de l'écriture et du dessin, comment s'opère le choix entre la distribution de ce qui va être accordé au dessin et ce qui va être accordé au dialogue des personnages et ce qui va être accordé à la narration qu'il y a dans les cartouches. Et ça fait 3 instances dans une bande dessinée qui n'a pas que nous, en tant que romancier, on n'a pas du tout. Et j'aimerais savoir si tout ça se travaille en amont, dans un véritable scénario arrêté, ou si tu travailles comme ça par petites touches, en faisant des dessins, en éliminant, en ajoutant du dialogue à la place du dessin, si ça se fait donc comme une recette qui prend, ou si tout est écrit à l'avance pour toi. Et bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette question, qui, on le rappelle, sera diffusée donc, lors de son émission. Donc, non, elle est là. Ce mercredi 25 juin, 19h30. Alors, je ne sais pas, Sonia, si tu peux nous dire quelques renseignements sur cette bande dessinée pour donner envie aux personnes qui nous regardent ce soir de venir C'est sur la période de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, là, pour l'instant, je la commence tout juste, parce que j'étais encore dans les livres d'Olivier. Et du coup, oui, ça parle, comme c'est marqué dans le titre, hein, les réseaux de la liberté. Donc, voir comment les Juifs étaient traités, mais tout ce qu'ils considéraient comme bas, entre guillemets, et tout ça dans une BD où les images sont vraiment magnifiques. Et voilà, j'ai hâte de finir celle-ci et de commencer donc celles qui m'ont offert gentiment la ligne Maginot aussi à suivre aussi. Donc voilà, comme ça je pourrais en parler des deux mercredi. Eh bien, écoute, à venir écouter effectivement Yvon ce mercredi. On rappelle hein, que l'émission est disponible chaque mercredi et chaque vendredi à 19h30 en direct. Hein, donc, vous flashez ce QR code et on est disponible sur Facebook et sur YouTube, même si je le vois dans certains commentaires, effectivement, qu'il y a un petit souci au niveau de Facebook ce soir. Donc, du moins, c'est sur la page, mais pas sur le profil. Mais ça, c'est les aléas du direct et on n'y peut rien. En tout cas, on est ravis de te recevoir ce soir, Olivier, pour parler de ce livre. Hein. J'aime pas les gens aux éditions rédactives, mais il y a des gens que j'aime. Et ce que je te propose, c'est juste d'écouter deux petites questions, enfin d'écouter, que je te pose deux petites questions de personnes qui nous regardent ce soir et ensuite on recevra notre chère amie Séraphine. Dominique qui nous dit Olivier, pourrais-tu nous raconter l'anecdote d'Amélie Nothomb à Brive? Oui, c'est une belle anecdote. Salon du Foire du Livre à Brive. Déjà, c'est une très très belle aventure en soi. J'ai souvent l'habitude de dire que quand on est auteur et qu'on a l'habitude de fréquenter des salons du livre, là, Brive, c'est la finale de la Ligue des Champions. C'est absolument gigantesque. C'est vraiment, voilà, je souhaite à tout auteur de vivre ça parce que c'est vraiment une belle expérience. Et c'est Pascal Mistral qui est un ami et qui est aussi mon agent, qui a rencontré, je crois,
le soir, le premier soir, quand on est arrivé, avant l'ouverture du salon, l'agent d'Amélie Nothomb, il lui a fait passer comptoir parce qu'ils ont discuté. Et bon, le salon s'est tenu le vendredi. Et le samedi matin, j'arrive j'arrive et je reçois un coup de fil 9h pétante sur mon sur mon téléphone. Et puis je décroche un coup de fil, un numéro que je connaissais pas, un 05. Et je décroche, je me dis, et là j'entends une voix, il me dit Olivier Arcade, c'est Amélie Nothomb. Voilà. Et elle me dit qu'elle s'est lue dans Comptoir. Alors, elle me dit qu'elle s'est lue dans la nuit. Elle a lu Comptoir dans la nuit et qu'elle a beaucoup ri. Parce que c'est un des personnages de Comptoir. Il y a même tout un chapitre qui est autour d'elle. Et elle m'a dit que, je le disais en début d'émission, c'était en fait pour citer Amélie Nothomb. Elle me dit espérons que nous nous retrouverons tous comme ça et puis avec du champagne. Mais voilà, c'était une belle anecdote et une belle rencontre ensuite parce qu'ensuite on a eu l'occasion de se voir. Quoi, voilà. Donc c'était très chouette. Eh ben, je vais peut-être répondre à mes 05 qui m'appellent en ce moment, moi. Ah Jamais. Écoute, si Amélie Nothomb t'appelle, ça peut être une très belle récompense, effectivement. En tout cas, merci pour cette anecdote, Olivier. Et bien évidemment, il y en a une deuxième. Est-ce qu'à ce moment-là, tu peux aussi nous raconter celle avec Goldman, puisque tu en parlais tout à l'heure? Goldman, c'est une personne, c'est quelqu'un de très important dans ma vie. Vous avez compris, quoi. Je suis en contact avec lui depuis plusieurs années, en réalité. Voilà, parce que, en fait, on échange régulièrement. Enfin, quand je dis régulièrement, c'est régulièrement. Mais pas, voilà. Quand je dis que je connais Philippe Dian, là, c'est un ami très intime, ça n'a rien à voir. Voilà. Et il y a quelques années, quand j'avais terminé ma thèse, je m'étais dit que je voulais écrire un essai sur le style Goldman, mais sur l'écriture et la musique. Et j'avais écrit pour y présenter le projet, pour lui demander l'autorisation qu'il m'avait donnée. Et puis je m'étais lancé dans le truc. J'avais commencé à écrire, c'était par thème. J'avais écrit le premier thème, j'avais envoyé, il m'avait répondu. Voilà, bon, on était un petit peu là. Et puis après, je suis passé à l'écriture créative, plein de choses. Et puis là, j'y ai quand même fait passer Comptoir, parce que dans Comptoir, il est cité à la toute fin. Je dis que je ne l'ai pas convié dans cet hôtel parce qu'il ne serait pas venu. C'est Goldman, minoritaire. Et puis, parce que surtout, il marche seul. Donc voilà, non, je voulais surtout le laisser tranquille. Et je lui ai envoyé J'aime pas les gens, puisque mes personnages le chantent également, on le disait tout à l'heure. Et évidemment, c'est Jean-Jacques Goldman, quoi. Il a lu les deux de très près. Il m'a écrit et il a aimé. Bon, ça c'est évidemment, ça fait immensément plaisir. Mais ce qui m'a fait très très plaisir, c'est que non seulement il a aimé, mais surtout c'est lui qui m'a cité. Voilà. Donc voilà, il cite une phrase, une expression qu'il y a dans J'aime pas les gens, hein, ce Arthur qui vise la lumière derrière la montagne. Et voilà, je suis très fier parce que c'est une idée et une phrase qui a été citée par Jean-Jacques Goldman et rien que ça vaut le roman, quoi. Voilà. Eh ben, vraiment, merci à beaucoup, en tout cas pour cette anecdote. Et ce que je te propose justement pour en savoir un petit peu plus sur toi et l'ensemble de ton univers, c'est de recevoir, je la vois qu'elle est concentrée, notre chère amie Séraphine. Et bonsoir. Séraphine Matin, la grilleuse de l'émission pour les intimes. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur cet échange avec Olivier, sur cette première partie d'émission? Enfin, première, on est pratiquement aux 2/3 déjà. Oui, mais je ne suis pas concentrée en fait, je suis souriante et contente Pour changer. parce que je vois qu'il passe un... Oui, bon.
particulièrement. Je vois qu'il passe un bon moment, je vois qu'il est fluide, je vois qu'il est... Et voilà, et du coup, je suis forcément contente, quoi. En petite sœur ou grande sœur, ça dépend des moments, mais en membre de la famille, je suis forcément hyper fière et hyper contente de voir qu'il passe un bon moment et que Confirme. vraisemblablement, on fait peut-être partie des gens qui l'aiment. Euh, J'irai pas jusque-là, mais... Joker. On en discutera en coulisses. tu veux tout de suite que je fasse un filtre? Parce que, bon, Non, pitié. toi, Pitié. alors, bon, les auditeurs le savent peut-être pas, mais on se croise régulièrement, quoi. Et bah, n'oublie pas que, hein, ce que je te dis très souvent, toi, je t'aime pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Toi, je t'aime C'est pas. vrai, non, mais en plus, il est franc. C'est ça le pire, c'est qu'il est franc. Bah. Mais c'est pour ça que je t'aime en plus. C'est ça le pire. C'est parce Oui. que tu m'aimes pas et que tu as la franchise de me le dire que je t'aime. C'est Oui. ça le pire. Mais le masochisme, ça se soigne. Et c'est pour ça que Ouais, mais non. c'est pour ça qu'on va vous On va les laisser laisser en tous les deux. tête-à-tête. On va vous laisser en tête à tête avec Sonia. On va aller en coulisses, mais on rappelle comme aux gens qui nous regardent que tu es avec nous, cher Olivier, pour nous parler de ce livre. J'aime pas les gens, mais Merci. les gens que j'aime. Allez, Merci. on vous écoute tous. Merci. Le pire, c'est que c'est Bonsoir. ça que j'adore chez toi. T'as dit le pire. Mais oui, c'est ça. C'est le pire. C'est le pire. C'est le pire et le meilleur. C'est tellement toi. Voilà. Mais je garde le pire aussi pour moi. Ça me plaît aussi. Ça me plaît aussi. Oui, parce que je sais en plus que tu aimes tellement parler de toi. Tu Ah ouais. t'adores ça. Ouais. C'est ta passion. Ouais, c'est ça. Voilà, que tu vois, je passerai mon temps à ça, quoi. Tu vois, ma présentation, là, en début d'émission, j'étais super à l'aise. T'as Et, adoré. ah ouais, j'ai T'as adoré. adoré. Ça s'est vu tout de suite. Ouais, Non, mais c'est ça qui est génial chez toi. C'est que cette passion des mots et cette précision que tu as dans les mots, t'as besoin, t'as pas que envie, t'as besoin qu'elle passe avant toi. L'important, c'est ce qui est de toi et ce qui ressort de toi, c'est tes mots. Tu as envie que ce soit tes mots qui ressortent, pas toi. Ah, bah, carrément, oui, de toute façon, franchement, voilà, le nom des auteurs sur les couvertures, à la limite, c'est presque pas nécessaire, parce que c'est toujours... En fait, si on jouait vraiment le jeu, et ça veut dire qu'on ne le joue, si on ne le jouait pas, du coup, je vais m'expliquer. En fait, et c'est la preuve que je rentre dans des cases aussi, parce que je réponds à des questions et je réponds avec plaisir. Mais finalement, quand on nous pose des questions sur notre bouquin, en fait, la seule chose qu'on a envie de dire et qu'on devrait pouvoir répondre, mais ça se fait pas, mais c'est mais tout ce que j'avais à dire, je l'ai écrit. À côté de ça, sur ce sujet, je n'ai rien d'autre à dire. Donc en fait, si vous voulez savoir, lisez-le. Tu vois, le truc, c'est oui, et puis après, qui est un auteur ou un artiste, etc. Finalement, c'est tellement pas intéressant par rapport à ce qui est intéressant chez un auteur ou un artiste. C'est sa façon de regarder, pas qui il est, quoi, franchement. Oui, c'est accessoire, mais pas important vraiment, aussi, vraiment. parce que les gens aiment bien, les gens ont besoin aussi de s'identifier et de comprendre l'âme de l'auteur. Maintenant, tu as raison, le fait que toi, tu as cette facilité à ne pas être dans l'ego, à être vraiment dans les mots. Ce qui est important, et tu as ces nuances dans ton discours que les gens ne comprennent pas forcément, c'est l'importance des mots. Moi, je veux qu'on puisse lire, je veux qu'on comprenne ce que j'ai à dire et qui je suis. Si ça vous intéresse, ok, je vous réponds, mais je veux pas que ce soit l'essentiel. Et cette humilité chez toi, elle est vraiment impressionnante. Elle a toujours été pour moi. Bref. Alors après, voilà, c'est la difficulté, hein, mais merci d'abord. Mais beaucoup de personnes prennent ça pour de l'orgueil. Voilà, ouais, c'est très difficile en fait. Mais bon, enfin, après.
Ça les regarde. Ça les L'orgueil de la prétention et de la suffisance. Et Ouais. ça, j'aimerais bien qu'on puisse profiter de cette émission pour dire que ça, c'est l'image que tu peux quelquefois renvoyer, Mhm. alors qu'elle est complètement fausse. Et que oui, c'est vrai, il faut gratter et te connaître pour se rendre compte que, oh là là, c'est vachement loin de toi, tout Mhm. ça. Ouais, parce qu'en fait, Mais je voulais en profiter pour le dire aussi. Oui. ce que j'aime bien comme laisse tranquille, et souvent, justement, je sais très bien que j'aime bien mettre les choses à distance, et beaucoup de personnes prennent ça pour de la suffisance ou de l'orgueil, mais finalement, ils ont le droit, c'est leur regard, c'est la lecture, c'est leur lecture, et puis, Oui. c'est comme ça. Et puis après, bon, après on a la chance de rencontrer des gens et qui justement prennent le temps de gratter ou de taper à la porte. Et en règle générale, quand on tape à la porte, j'ouvre. Voilà. Mais encore faut-il taper. Oui. Voilà. C'est ça. C'est ça. Tu vas pas forcément, mais quand on te demande d'entrer, tu ouvres. Oui. Genre, Ouais. je suis bien placée. Je suis bien placée. Mais Et justement, si on retourne justement le titre, voilà, on va dire les gens ne t'aiment pas, mais il y a des gens qui t'aiment. Pourquoi? Pourquoi les gens ne t'aimeraient pas? Et pourquoi est-ce que justement ils t'aimeraient? pour les raisons qu'on a exposées, hein, c'est Oui. après. Bon, d'abord, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde. On n'est pas obligé d'être aimé par tout le monde. Et puis, euh, je, je travaille tellement, en fait, parce que, bon, écrire des romans, avoir une vie qui est très chargée, travailler, etc., ça prend beaucoup de temps. J'essaie de bien travailler. Ça prend beaucoup de temps aussi. Et donc, je considère que parfois, voilà, j'ai l'impression de perdre du temps aussi avec certaines personnes. Voilà. Et je pense que c'est. Alors, je suis tout à fait fautif. Hein, voilà. Et ces personnes le sentent. Voilà. Et puis, et donc, c'est complètement de ma faute. Et donc, forcément, ben, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles on pourrait ne pas m'aimer. Voilà. Ou enfin, on peut ne pas m'aimer. Et il y en a bien d'autres. Il y en a évidemment bien d'autres. Et à juste titre ou pas, peu importe. Mais, Et les sûr. raisons pour lesquelles on pourrait t'aimer, justement. Toi qui n'aimes pas parler de toi, je voudrais aussi que, que tu parles justement des gens qui t'aiment et de la raison pour laquelle ils t'aiment. Parce que je pense que je suis pas un lâcheur. Voilà. Et dans lâcheur, il y a aussi lâche. Et j'ai plein de défauts. Mais j'ai plein de défauts. Mais je suis pas trop lâche. Voilà. Voilà. Mais ça c'est une raison pour laquelle on m'aime pas. Voilà. Mais oui. Voilà. Oui. Voilà. Parce que s'il y a quelque chose que tu défends, justement, c'est... j'ai perdu le fil parce que je suis tellement avec toi et j'ai tellement envie, justement, de prouver plein de choses sur toi que moi je connais, que moi j'aime, que du coup je perds un peu le fil et j'en suis désolée. Mais... tu ne seras pas pardonné. Parce que je sais que... Et je le sais. Et je vais le payer. Je le sais. Je vais le payer, je le sais. Parce que justement, il y a des choses qui sont aussi aimables qu'énervantes chez toi. Justement, c'est cet esprit, c'est cette répartie, c'est cet humour qui quelquefois peut être cinglant, grinçant, et que parce qu'on te connaît, on le supporte. Et parce que justement, tu as tout ça. Et comme tu n'aimes pas parler de toi et que tu n'aimes pas te mettre en valeur, quand on a le malheur de te dire waouh, c'est là, pendant toute l'émission, en fait, qu'il y a des fois où je faisais waouh. Et je sais que tu n'aimes pas ce genre de compliments. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué de faire un portrait de toi et c'est encore plus compliqué de te poser des questions pour ça. C'est ton boulot. C'est ton boulot. J'en étais sûre qu'elle allait me tomber dessus celle-là. Voilà. Donc là, je t'attends. Non, en fait, ce que je voudrais que tu nous expliques, c'est Artus qui justement aime le monde
mais en même temps est blasé, a pris une espèce de distance avec les choses et les gens. J'aimerais que tu nous dises ce que tu as mis de toi dans lui et quelque part, qu'est-ce que tu penses de lui? Les choses que j'ai mises de moi, sont infimes, minimes dans le récit. Pas très. Et tellement filtré à chez menu que c'est plus vraiment moi, sauf peut-être une chose que je connais bien chez lui, c'est cette espèce de capacité qu'il a à se construire une carapace. Parce qu'en fait, ce qu'il voit chez les autres, alors pour le coup, Artus, lui, son vrai problème, c'est pas les animaux, la nature, ou c'est les autres. Ça le déçoit tellement qu'en fait, il est obligé de se construire une cuirasse pour ne pas en souffrir. Voilà. Et c'est cette cuirasse-là qui fait que, en fait, il est insupportable. Qu'il est insupportable. Voilà. Et ouais, c'est même parfois pour lui, c'est presque de la survie. C'est même plus de la défense. C'est de la survie, quoi. Voilà. C'est ce que je pense de lui. C'est ça ta question? Du coup, c'est Alors- est-ce qu'il pourrait y avoir des similitudes et surtout, qu'est-ce que toi, du coup, tu penses de lui? Je suis mieux soigné par la vie que lui. Franchement. Le Oui. garçon, bon. Je pense que c'est un type bien. Je pense que franchement c'est un type bien, mais qui a trop de principes. Voilà. Et qu'il ferait mieux parfois d'assouplir ses principes. Il y a des circonstances dans le roman où on voit que, en fait, quand à propos d'une grosse somme d'argent, il en dit rien à deux autres personnages, c'est par principe. Des choses comme ça. Mais et parfois, il ferait mieux d'assouplir ses principes. Voilà. Ce qu'il fait avec Bérangère, d'ailleurs, à un moment donné, pour une chose précise chez elle. Mais voilà, donc il gagnerait à être plus souple. Mais en même temps, il serait moins intéressant. Donc, je n'ai jamais voulu lui donner cette souplesse qui ferait qu'il irait mieux, parce que du coup, le personnage aurait été moins intéressant, même si c'est mon personnage principal, mais c'est pas mon personnage préféré dans le roman. Oui. Voilà. Mon personnage préféré, c'est Albi, et de très très loin, c'est un personnage féminin, de très très loin, pour moi, c'est le plus beau personnage. Voilà. Et le plus complexe. Et toi, oui. Et toi, du coup, en réponse à ça, à sa façon de défendre ses principes, toi, tu as aussi une façon particulière de défendre tes valeurs et tes idées. Du souple, bien sûr, mais tu as une vivacité. Ouais. Oui, tu as une façon de défendre tes idées qui quelquefois sont très virulentes, mais qui sont passionnantes, hein, mais qui sont très virulentes. Et je trouve qu'en soi, quelquefois, quelque part, vous avez cette similitude. Ouais, alors. C'est juste. Mais ça, oui. Ouais. Il arrive un âge de la vie, en fait, on passe une partie de sa vie à se construire, à apprendre, à atteindre des certitudes, pas des certitudes d'opinion, pas des certitudes de croyance, des certitudes d'évidence, des certitudes de ce qui s'appelle avoir progressé. Et c'est c'est enfin tenir des choses, des convictions profondément ancrées. Et ça a été un tel effort
un tel travail, surtout que quand on vient de nulle part, que ouais, le premier qui vient mettre des orties là-dedans, ben ouais, on a de la conviction, quoi. On a de la conviction. Et Oui. sinon, c'est une façon aussi de s'asseoir sur ce qui nous a construit et ce pourquoi on a fourni énormément d'efforts. Donc non. Non, voilà. Et puis, oui, alors après, ça peut être pour des choses très, très graves, très importantes de la vie. Après, ça peut être aussi pour des choses beaucoup plus, beaucoup plus légères. Mais il n'empêche, ceux qui me connaissent bien le savent, je défends souvent ce que je pense avec conviction. Mais dans le cercle privé, c'est souvent avec justement les gens que j'aime. Souvent, les gens que j'aime pas de plus en plus, je leur dis oui, tu as raison. Voilà. En fait, quand je défends quelque chose avec conviction, dans le cercle privé, c'est pour moi une preuve que la personne m'intéresse parce que en fait, c'est pas que je défends quelque chose, c'est que j'ai l'impression de partager en réalité quelque chose et de donner quelque chose. Voilà. Et ça se fait avec conviction, le partage. Voilà. Oui. Avec l'âge, du coup, tu réduis aussi ces personnes-là. Et est-ce que du coup, tu penses que on en avait parlé une fois, est-ce que tu penses que du coup, tu gagnes en richesse, justement? Qu'en réduisant le nombre, qu'en tranchant et qu'en lâchant un petit peu le oui, tu as raison, est-ce que du coup, les échanges que tu peux avoir, est-ce que tu penses que tu gagnes en qualité en perdant en quantité? Oui, forcément. Forcément. Même si, c'est pas tant le fait de réduire qui fait qu'on se sent plus riche parce qu'on on augmente en qualité, mais c'est surtout qu'on se fatigue moins avec l'inutile. Donc du coup, pour ce qui est utile, en fait, on le partage mieux. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas une question de je réduis le nombre des gens, des personnes qui sont autour de moi. C'est pas du tout ça. C'est que à la limite, j'en fais moins rentrer parce que il y a des tas de gens qui se disent bon, non, c'est pas. Mais c'est même pas du mépris, quoi. C'est que parce que je mérite tout autant leur mépris. C'est que simplement, en fait, dans l'univers, il y a des galaxies et il y a des galaxies qui ne se croisent pas. Et ben chez les humains, je pense que c'est la même chose. En fait, voilà, quand on n'est pas de la même galaxie, en fait, il faut pas vraiment insister, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai. Je voudrais finir avec une petite question pour le prof. Ouais. Donc, je voudrais que le prof de lettres s'imagine, même pas du coup, en admettant que, quand tu seras devenu un grand auteur classique, donc un auteur mort, génial, forcément d'accord. un auteur mort, qu'est-ce que tu imagines, qu'est-ce que tu aimerais que les profs enseignent de toi, comment aimerais-tu qu'ils parlent de leur littérature et de ta personnalité, ta plume et ta personnalité? Ma personnalité. Non, alors, ma personnalité. Toi, en tant que prof, quand tu parles d'un auteur, tu es bien obligé de présenter l'auteur dans son ensemble, aussi bien son œuvre que ce qu'on sait de lui. Qu'aimerais-tu en résumé qu'aimerais-tu qu'un prof puisse dire à ses élèves d'Olivier Recade, auteur classique mort? Génial. Waouh. J'aimerais bien qu'on dise il a bien fait. Objectif. J'aimerais bien qu'on dise il a bien fait d'écrire. Ça serait pas mal. Et j'aimerais bien que on dise que je suis très pénible à étudier parce qu'en fait inclassable. C'est ça, et que en fait j'ai très peu de figures de style. Donc en fait si jamais il y a des profs qui mettent le nez dedans, des structuralistes et des gens qui sont très très proches de l'étude formelle, comme je peux l'être en tant que prof, en fait ils seront très embêtés parce qu'en fait ils vont être obligés de s'accrocher au rythme, et le rythme c'est ce qu'il y a le plus difficile à étudier. Donc ils diront les gars, on va faire ce qu'on peut.
Voilà. Et ça serait pas mal. C'est ça. Mais non, mais bon, j'y pense pas. Honnêtement, en fait, Je te demande pas d'y penser, je te demande de voilà. me répondre. Voilà. Voilà, forcément, ma réponse est mauvaise et. Forcément, puisque ça t'oblige à parler de toi et à te projeter en tant que quelqu'un. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Et non, j'aime non. Allez, qu'on dise de moi que comme un petit peu ce que je dis en fait, ce que je dis des auteurs d'un comptoir, de mes auteurs favoris d'un comptoir, qu'on dise que en fait j'étais un auteur, mais que j'étais avant tout un humain, un être humain avec ses failles, ses tics, ses tocs, ses faiblesses et ses forces aussi. Et qu'on me regarde pas donc comme un nom, comme un auteur, mais qu'on me regarde comme un humain et qui a bien trimé sur son style. Voilà. Ça serait pas mal. Voilà, ça serait pas mal. Génial. Olivier, il y a des gens que t'aimes pas, mais moi je t'aime. Bon, allez, je t'aime un peu aussi. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, tu vois, cher Olivier, c'est plutôt un moment qui s'est plutôt bien passé. Ah, mais j'avais pas de doute, hein. Vraiment. Avec, et moi aussi, voilà. je suis contente. Moi aussi, je suis contente parce que je sais qu'il m'attendait au tournant. Franchement, il a été bon. Non. T'as été bonne. Donc, je dis pas plus trop. Voilà. Donc, non, merci. C'était très chouette. Tous les trois, vraiment, on se sent chez soi avec vous, quoi. C'est avec vos sourires, vos questions, et puis votre bienveillance, quoi. Et je peux vous dire que la bienveillance, c'est pas la chose la mieux du monde. Donc, votre bienveillance fait beaucoup de bien et on est à l'aise avec vous, vraiment. Vraiment, merci beaucoup, cher Olivier. Donc, tu l'as entendu, pendant que Séraphine t'imagine un prof mort, il y en a d'autres qui pensent à toi vivant, effectivement, avec Laurent qui nous dit que, voilà, heureusement il y en a certains pour relever le niveau. Merci Séraphine quand même pour cet échange qui était bien passionnant. Laurent qui nous dit: comment est Olivier le prof? Si un élève réagit comme lui, il y a une question. Grande réflexion à chaque fois, parce que c'est vrai qu'on a remarqué qu'on te pose une question et en général... Je réfléchis. Oui. Bon. Après, toutes les questions sont pas... La posture du prof est compliquée, mais ça doit être génial. Non, les questions, les réponses arrivent plus rapidement parce qu'avec l'expérience, finalement, c'est toujours les mêmes questions. Donc, on est un petit peu rodé. Il y a différents niveaux de questions. Et puis, quand il y a besoin de réfléchir, on réfléchit et on prend son temps. Et parfois même, on est obligé de dire, c'est rare, mais il m'est arrivé dans ma carrière parfois de dire, ça, je répondrai demain. Voilà. Donc, parce que j'ai besoin d'y réfléchir. Mais sinon, oui. Non, ça va, c'est assez fluide. Mais c'est plus facile de parler pour d'autres auteurs, de parler d'autres textes que des siens. C'est comme plus facile de lire à haute voix les textes des autres que les siens. Ah, je l'ai fait, hein, mais je n'aime pas. Alors quand j'écris, je lis à haute voix, mais quand je suis dans le chantier. Mais ensuite, lire à haute voix mes propres bouquins, j'aime pas ça. raison de plus, la prochaine fois en classe, c'est étude de texte d'Olivier. Voilà, c'est ça. Génial. Cool. Parfait. Comptoir, il s'éclaterait. Hein. Ouais. Non, mais j'ai la chance. Voilà, je sais que j'ai quelques élèves lecteurs et ça fait de beaux échanges. Ça, c'est une situation privilégiée, même si je mélange jamais. Je mélange jamais les deux parce qu'il faut pas. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Je sais que Sonia avait des choses à rajouter, puisqu'il y a beaucoup de commentaires de Madame Robinard. Voilà, quand Olivier disait que souvent on dit oui, tu as raison, c'est qu'on ne veut pas épiloguer sur le sujet avec une personne qu'on n'aime pas. Avec les personnes qu'on aime, on a envie que la conversation dure,
une personne qu'on n'aime pas, on n'a pas envie que la conversation est dure. Donc on coupe court et puis c'est tout, quoi. Donc, et sur ce qu'on pourrait dire d'Olivier quand tu seras mort, moi je pourrais dire j'ai eu la chance de lire Olivier. Voilà. Ah ben voilà. Ben, merci. Alors l'avantage, c'est qu'un livre, ça dure plus que ses auteurs. Voilà. Ils ont, C'est vrai. ils ont cet avantage sur nous, mais on a cet avantage sur nos livres, c'est que nous, on passe pas notre vie sur un rayon de bibliothèque. Donc l'un dans l'autre, ça s'équilibre. C'est pas mal. C'est pas mal. Je suis fan. Je suis désolée, je suis fan. Ouais, ne le dis pas trop quand même. Pardon. Non, mais en tout cas, on aura la preuve qu'Olivier a dit je t'aime à Séraphine. Je dis un peu. Hein. Un peu, Ouais, oui. Non, bah, il a dit un peu. Oui, bon, Oui, il a dit non. un peu. bon, ça Ouais, va. un oui, peu. oh, ok. Bon, bah, je retourne en coulisses. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux, enfin à tous les trois même. Hein, on rappelle que tu étais avec nous, cher Olivier, pour ce livre J'aime pas les gens, mais il y a des gens que j'aime aux éditions, j'allais dire aux éditions Olivier Recade, non, aux éditions rédactives. Carrément. Non. Voilà. Ah, Non, on n'y est pas là. Là, Révélateur. c'est l'heure, il est 21h15, c'est l'heure. Non, mais en tout cas, voilà une maison d'édition qu'on aime bien mettre en avant dans cette émission. Et vraiment, merci à toi Parce d'avoir qu'elle le été. mérite. Parce qu'elle le mérite. Et puis voilà, il y a aussi des auteurs qui le méritent. Et effectivement, merci à toi, Olivier, d'avoir été avec nous. Alors, je laisse juste le mot de la fin à mes acolytes avant de te laisser la parole et rapidement rappeler à nos auditeurs, puisqu'on est regardé dans toute la France et dans tout le monde entier, hein, on peut le dire maintenant, mais c'est vrai, hein, on a reçu des auteurs C'est de vrai. Washington, des auteurs qui étaient à Dubaï, des auteurs qui étaient en Suède. Ah, donc, alors, Séraphine, qu'est-ce que tu veux nous dire? Allez. Ah bah, je l'ai déjà eu, le mot de la fin. Je l'aime, je vous aime. Amour, amour, qu'est-ce que vous voulez de plus? J'ai Allez, déjà rien de donné le mot plus. de la fin. Merci beaucoup. C'est le sujet ce soir. Merci beaucoup. Sonia. Oui. On aime les gens, on aime les auteurs et on aime les recevoir dans notre émission. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Et enfin, Olivier, qu'est-ce que tu veux dire à nos chers acolytes et à tous ceux qui sont venus nous écouter ce soir et qui sont encore nombreux et qui te remercient vraiment d'être venus partager certaines vérités dans ce live, comme nous dit Laurent. eh bien, faites partie de ces gens là qui font que finalement on ne marche pas si seul, puisque pour filer la comparaison et, bienvenue dans nos vies et continuons comme ça. Et en tout cas, merci pour les gens que vous êtes. Merci. Eh ben, merci beaucoup à toi en tout cas pour ce moment, pour ce live, pour cette émission avec ce livre. J'aime pas les gens, mais il y a des gens que j'aime aux éditions rédactives. Et je rappelle effectivement que ce mercredi, nous recevrons un autre auteur, un auteur de BD cette fois-ci, qui s'appelle donc Yvon Bertorello, qui viendra nous présenter donc sa saga Juste parmi les nations, voilà, qui traite effectivement de la Seconde Guerre mondiale, mais qui traite aussi sur d'autres BD. De pas mal de sujets d'actualité dont on aura l'occasion d'en parler avec lui. Donc, je remercie toutes les personnes qui sont venues nous voir ce soir. Merci pour ce super moment, nous dit Laura. Grand merci et vous ne serez jamais seul, nous dit Laurent. Tellement de vérité dans ce live. Voilà, vraiment, c'est un risque, la poutre et la paille, nous dit cher René. Donc, vraiment, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci Maïlis aussi, effectivement. Merci aux éditions rédactives. Merci Séraphine. Merci Sonia. Merci aussi à Marie. Merci Olivier. Lisez des livres, allez voir les auteurs sur les salons. Et puis, on se retrouve donc ce mercredi. À bientôt. Ciao. Bon week-end. Bon week-end.